Avant de commencer avec le sujet sur le mystère du nombre 7, comme je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse qui était Elena Petrovna Blavatsky, je voulais simplement vous la présenter en 5-10 minutes, puisque comme ça, au moins on ferait la connexion. Elle est née en 1831 dans une ville qui s'appelle Yekaterinoslav, qui se trouve aujourd'hui en Ukraine, mais qu'à l'époque était de la vieille Russie. Les Russes d'ailleurs la considèrent des siens, et ma stupéfaction s'est fut à Moscou quand je suis allé en 92 pour faire une activité sur elle, de me retrouver devant une salle de 1000 personnes sur la question. Elena Petrovna Blavatsky est née dans cette ville de Yekaterinoslav, en l'actuelle Ukraine, dans une nuit particulière, selon le calendrier orthodoxe, du 31 juillet, qui apparaît comme un moment de transition, une sorte de nuit magique, dans laquelle on dit que les gens qui naissent à ce moment-là, vers minuit, que ce fut son cas, sont touchés par la Sedmishka, qui veut dire marqué par le nombre 7. J'ai trouvé intéressant de vous le dire, je ne sais pas si c'est pour ça que je fais la conférence, mais en tout cas, elle était certainement touchée par l'esprit des nombres et des sagesses anciennes. Puisqu'en fait, cette dame va être la première dans le 19e siècle à ramener en Occident l'idée de l'existence d'une sagesse universelle au-delà des différentes expressions religieuses ou mystiques qui se trouvent dans toutes les civilisations du monde. Et en même temps, elle va essayer de créer un lien entre les sagesses, les philosophies d'Orient et d'Occident, s'inspirant de l'école d'Alexandrie, qui fut très importante entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ, puisqu'il est né à cette époque-là, la première école éclectique philosophique. Et c'est à la base de la naissance de ce qu'on appellera en philosophie le néoplatonisme. Le premier grand maître de cette école éclectique fut Ammonios Sakas, dont on connaît très peu de sa vie, mais il a eu un disciple très connu, Plotin, qui va relier la connaissance de l'époque égyptienne avec la philosophie classique. Il faut simplement se rappeler qu'Alexandrie, à cette époque-là, des gymnosophes, c'est-à-dire des philosophes pratiquant la philosophie avec le corps, donc avec du yoga, venaient d'Orient pour enseigner Alexandrie. C'est le premier témoignage du contact des sages d'Orient avec des sages d'Occident. Je voulais simplement rappeler d'où vient l'inspiration. Et c'est pour cela qu'il appelait son association, sa société, qu'elle fonda en 1875, Société théosophique, dans l'essence de théos, Dieu, sophos, sophia, sagesse, donc sagesse divine. L'idée centrale étant d'expliquer qu'il y a une sagesse ancestrale, d'ordre céleste, qui fut transmise et captée par tous les hommes sur terre à des moments divers et variés. Voilà l'idée centrale. Le mot théosophie fut déjà employé par Ammonios Sakas. Donc c'est pour simplement créer le lien entre cette ancestralité de l'école d'Alexandrie avec ce qu'elle fera à partir de 1875 jusqu'à sa mort. Avant, elle a commencé très tôt, parce qu'elle a une histoire très particulière. S'est échappée du domicile conjugal à 18 ans, puisqu'elle fut mariée un peu de force,
Elle est allée à Constantinople avec une duchesse amie russe, et de là ils sont partis en Égypte où elle a trouvé son premier maître qui a initié à l'ésotérisme et à certaines connaissances égyptiennes. Ensuite, une année plus tard, en Angleterre, elle a connu son maître hindou, Maurya, qui l'a préconisé de faire un tour du monde pour se purifier, avant de véritable rentrer dans le sentier d'initiation. Se purifier à quoi? À pouvoir distinguer le psychisme, les émotions, les intuitions médiumniques de la sagesse initiatique. Donc ce fut un long périple pour se former le caractère et sa nature, pour enfin, beaucoup plus tard, c'est-à-dire vers 1868, parce qu'il connaît son maître en 1850, passer vers le Népal et le Tibet pour être véritablement instruite. Elle revient ensuite à l'Occident, notamment aux États-Unis, et c'est là où elle va ensuite fonder la Société théosophique. J'essaye simplement de vous le résumer. Et elle va rencontrer énormément de monde, et quand vous lisez son ouvrage essentiel, qui est la doctrine secrète, qui est pas facile à lire, et dont j'ai consacré 40 ans, et pas encore totalement conclu, mais assez maintenant rodé. Et vous, par rapport à la bibliographie qu'elle emploie, qui a plus de 1000 auteurs différentes, pour l'époque c'est énorme, et surtout avec des mentions sur ce qui existe dans la bibliothèque du Vatican, nous nous rendons compte de la quantité d'éléments qu'elle a utilisés pour apporter ses enseignements, qui furent très éclectiques et très variés. Bien sûr, elle fut critiquée, comme tout le monde, et notamment par l'Église psychique de Londres. Ça s'est arrangé un siècle plus tard. Il y a un siècle plus tard, de grands scandales qui ont causé énormément de critiques à HPB, Elena Petrovna Blavatsky, HPB, c'est plus facile, et dans un des grands journaux d'Angleterre, la Société du psychique de Londres a publié un mea culpa en expliquant que c'était un coup monté. Bon, mais ça a pris un siècle. Et c'est pour ça que son exhortation est intéressante. Il faut agir au-delà des résultats immédiats. Le destin, ensuite, fait l'œuvre nécessaire. Inutile de se bagarrer avec tout le monde. Et il faut continuer son travail. Bon, voilà. Comme ça, je vous ai présenté très rapidement Madame Blavatsky. Dans ces ouvrages, la notion de nombre apparaît très souvent, et notamment avec des explications venues de Pythagore, qui disait que le nombre est la loi de l'univers, et donc on a hérité le fameux théorème que lui-même a pris en Égypte, parce qu'il n'est pas de lui non plus. Mais bon, c'est ainsi. Et évidemment aussi des sources orientales, ainsi que bibliques, kabbalistiques, etc. D'abord, clarifions le nombre. Distinguons le nombre des chiffres. Nous nous sommes habitués aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Il nous permet de compter, de calculer. Et c'est très bien et très pratique, parce que sans ces chiffres aujourd'hui, il n'existerait aucune science et aucune technologie. Je tiens à le signaler, nous ne sommes pas conscients jusqu'à quel point ces éléments-là constituent notre quotidien sans nous rendre compte. Mais je reviendrai là-dessus. Donc, les chiffres
sont des éléments qui s'additionnent, se soustraient, etc., qui ont surtout un contenu quantitatif. Quand les anciens parlaient de nombre, ils parlaient en fait de qualités particulières, de codes, en réalité, qui permettaient d'expliquer soit la nature, le monde, l'être humain, l'existence. Donc nous parlons ici des idées, des principes, des lois. Voilà pour qu'on comprenne de quoi on parle. Donc, quand on va parler du nombre 7, nous ne parlerons pas du chiffre 7, mais de ce que ce nombre, en tant que tel, tente de nous expliquer, au moins par rapport aux différentes traditions et sagesses qui sont très coïncidentes là-dessus. Parce que s'il y a un nombre qui est employé depuis la plus haute antiquité et par les civilisations et par les différentes religions, c'est le nombre 7. Et vous ne pouvez pas imaginer les nombres de films, titres de films, qui ont parmi son titre le nombre 7. Je suis sûr qu'il va vous arriver en mémoire un ou deux de ces titres. Il y a au moins une centaine. C'est le nombre le plus employé pour des titres de films. C'est amusant. Donc, ce nombre attire quelque chose. Voilà ce que je voulais simplement dire. Les nombres et ces formules sont en réalité en adéquation avec le monde. Quelque part, il nous permet de le comprendre. En sciences physiques ou chimiques, on ne pourrait pas s'en passer. La table des éléments chimiques est basée sur une série de 7 éléments qui se succèdent, et ensuite on passe une octave supérieure, et ainsi de suite. C'est une question, vous me direz, arbitraire, mais il est intéressant de savoir que la famille d'éléments qui composent la nature fonctionne en famille de 7. Je vous ferai pas un cours de chimie, mais c'est très intéressant de physique. Nos systèmes de croissance, l'hormone de la croissance, elle sécrète dans l'enfance 7 fois par jour. 7 fois par jour, l'hormone de croissance se met en fonctionnement. C'est pour ça que je dis, ils sont en adéquation un peu avec le monde. On les retrouve dans les explications du monde concret. Prenons un autre exemple sur le nombre de pétales des fleurs. Ils peuvent être de 3, de 5, de 8, de 13, de 21, de 34, jusqu'à 55. Vous me direz, ça a l'air arbitraire. Non, ça correspond à ce qu'on appelle la série des Fibonacci. C'est-à-dire une série qui est composée de l'addition de deux nombres précédents qui donnent le tiers, c'est-à-dire 5 plus 8, par exemple, 13. 13 plus 8, 21. Et ainsi de suite. Bon, ça gère les nombres de pétales de nos fleurs, que nous aimons tant. Mais la série des Fibonacci aussi décrit une spirale, un mouvement spiralé, qui est dessiné par ce qu'on appelle le nombre d'or, qui est le rapport de beauté les plus intéressantes et qui existe. Notre corps est en rapport d'or. Rapidement, et si nous prenons la distance entre la tête et notre nombril, du nombril au pied, et nous allons retrouver cette section dorée. Et ainsi de suite. Léonard de Vinci a fait un extraordinaire dessin avec l'intégration de l'homme dans un pentacle, un carré, etc. Nous sommes en nombre d'or. Les tournesols fonctionnent dans leur organisation en nombre d'or, en tournant, etc., ou l'organisation même d'un ananas. Bon. Donc, c'est simplement pour expliquer que nous retrouvons des nombres ou des séries de nombres qui organisent notre vie.
biologique, tout simplement. C'est pas l'unique, mais il apparaît souvent. Il apparaît souvent. Les secrets de la corrélation qui existent entre les mathématiques, les nombres et le monde restent bien entendu encore aujourd'hui un des grands mystères. Nous ne pouvons pas dire exactement pourquoi ça fonctionne comme ça. Mais les anciens avaient une idée. Et ils pensaient que derrière le monde visible existait une matrice invisible qui était organisée à partir des nombres et des figures géométriques. En réalité, leur conception, si on veut le résumer, IHPB l'explique assez bien. Il explique qu'il y a une série qu'il faut comprendre. D'abord, il y a les idées, qui sont les grandes formes pensées, aux principes, aux modèles de l'existence, aux archétypes, si vous voulez. Ces idées deviennent des nombres, donc de sortes de formules codées. Ces nombres s'expriment dans une géométrie des figures qui ensuite se déclinent en corps, en éléments tridimensionnels. Donc derrière chaque chose qui est objectif, corporel, corporisé, se cache un schéma géométrique et un code des nombres pour exprimer l'idée qui se présente. Alors si nous voulons l'exprimer d'une autre manière, on dirait que chaque principe, la gravitation, a une formule. La formule va s'exprimer à travers le fonctionnement des planètes ou des objets qui tombent, etc. Et nous allons trouver la déclinaison dont parle HPB, idée, nombre, figure, et finalement corps matériel. Nous avons une idée. D'abord, on va essayer de trouver comment la combiner avec ce qui existe. Ceci va nous créer des rapports, des relations. Et tout nombre est un rapport en réalité. Après, on fera un plan. Si on était un architecte, on ferait un dessin. Mais en général, on se fera une sorte de dessin, une image, une représentation. Et une fois qu'on aura cette représentation, on dira maintenant, je vois ce que je veux ou l'idée que j'ai, et à partir de cette représentation, on va la construire et on va la transformer en quelque chose d'objectif. Donc, voilà le concept plus global des nombres que je voulais vous expliquer. Quand on parle de code, moi ça m'a beaucoup intéressé le mot code, parce que le code est en rapport d'abord à une clé, à la capacité d'interpréter quelque chose. Et d'ailleurs, vous avez maintenant plein des codes, je ne sais pas si vous savez, pour le téléphone, pour l'ordi, ça vous donne des clés. C'est la plus basse des explications d'un code, mais ça permet d'ouvrir quelque chose. Vous comprenez, d'avoir accès à quelque chose. Un code en même temps, et peut être un code de comportement. Moi, je suis anthropologue, et quand on étudie une population, il faut comprendre leur code. Mais oui, on peut pas aller au Japon serrer des mains. Comprenez? C'est pas un bon code. Mais ici, mieux vaut quand même pas faire comme ça. C'est pas le bon code. Donc, l'histoire des codes est tout le temps là. Parce que les codes permettent de réunir des lois, des principes, des comportements. C'est pour ça qu'il y a un code de comportement, code déontologique, code de conduite, code civil. D'accord? Donc, quand on emploie ces mots code, on est en train de parler des lois, des principes, des réglementations, des seuils d'accès, etc. L'homme utilise les nombres pour se connaître, pour apprendre le monde et maîtriser son existence. Oui. D'une façon banale, vous les utilisez pour faire vos comptes et pour faire vos déclarations. Vous l'oubliez, mais ça existe. D'une façon de santé, vous l'utilisez parce qu'on dit tension 13, 14, 16, pas possible. On est tout le temps entouré de ces éléments-là.
Mais aussi, on peut parler pour un pays ou pour un groupe ou pour la métaphysique de l'unité. Et l'unité n'est pas l'addition de tous les composants. L'unité est l'interaction de toutes les composantes. Et là, ça devient nombre. Vous voyez? Et après, vous pouvez parler même de conflit. Oui, ça veut dire qu'il y a un dualisme. Il y a deux qui s'opposent. Et là, nous sommes dans le nombre. Bon, j'essaie de vous amener un peu partout, mais pour que le concept rentre. Si nous avons les nombres, c'est parce que nous avons besoin de structurer notre monde. Et oui, l'homme, les êtres humains, n'aiment pas le chaos. On a mal fou à vivre dans le chaos. De temps à autre, on provoque le chaos, ou on est en chaos. Même, on pourrait dire que le chaos peut nous régénérer à certains moments, comme une fête dans laquelle on rompt l'ordre. Vous voyez? Mais même le chaos, avec la géométrie des fractales, peut nous montrer qu'il y a de l'ordre et des nombres. Donc, nous faisons tout ça, cet effort, pour nous structurer et avoir des repères. Donnons un exemple. Les 4 directions cardinales. Tu vas où? Je vais au nord. Ah, les gens se situent. Au sud, à l'est, à l'ouest. Vous voyez? Et on en a besoin de ces directions. Parce que sinon, on ne peut pas se repérer. Donc, les nombres sont en train de nous indiquer la structure de l'espace. Mais c'est pas tout. Ils nous indiquent aussi le temps. Mais oui, aujourd'hui, c'est tel jour de l'année, ou tel jour de la semaine. Et la journée a sa durée. Et comment ils nous indiquent tout ça, les nombres? Comment? La source essentielle, au départ, c'est le ciel. Oui. Je veux dire, comment le ciel? Oui, parce qu'on a oublié le ciel. Nous avons oublié le ciel parce qu'on est en ville, presque tous, et on regarde le ciel simplement pour savoir s'il va pleuvoir ou il va faire beau. Mais pour les gens qui étaient en rapport avec la nature plus proche, comment ils s'est repéré? En regardant le ciel. D'abord, parce que le soleil, en se levant, nous donne l'est, et le couchant, l'ouest. Et d'un coup, on a un repère naturel qui nous oriente. Ensuite, parce que la nuit, dans la nuit, il y a les étoiles. Et des étoiles, il y a une constellation qui pendant toute l'année apparaît avec 7 étoiles et qui dans la haute antiquité indiquait le nord puisqu'elle se situe au nord du ciel. C'est la Grande Ourse qui avait donné dans l'antiquité d'époque plus ancienne le nord, mais aussi donné l'ampleur du sommet du ciel. Les Égyptiens avaient utilisé la Grande Ourse pour indiquer justement les forces célestes, les 7 forces célestes qu'ils considéraient se loger dans les 7 étoiles de la Grande Ourse. Ils avaient un instrument, une arminette, qui dessinait géométriquement, bien sûr, la Grande Ourse, et lorsque quelqu'un était momifié et devait passer à l'au-delà, on redressait la momie face à la tombe, et un prêtre avec l'herminette qui symbolisait la Grande Ourse faisait les 7 attouchements dans les 7 orifices du visage, puisque nous avons 7 orifices dans le visage. 2 yeux,
2 narines, vous êtes au courant, hein, 2 oreilles et la bouche. Oui. Donc, c'est la force du ciel, la force céleste, qui éveille l'âme du mort pour qu'il récupère sa conscience et rentre en conscience dans l'au-delà. Et c'est une pratique de l'actualisation de l'opération du 7 en tant que nombre qui relie le visible à l'invisible et qui permet la connexion à l'au-delà. Voilà une des applications. Les Chinois ont utilisé exactement la grande ours. On retrouve exactement la même chose. Dans le monde maya aussi. Et dans le monde maya, il y a un dieu qui s'appelle le dieu Set, qui est celui qui crée l'homme, à partir du maïs, qui est la plante sacrée des Mayas. Je pourrais vous raconter plein d'histoires sur l'utilisation du 7 dans les grandes civilisations anciennes, sans parler de la Bible, etc. Mais ce ne sera pas mon propos, c'est simplement pour dire que c'est un des nombres les plus universellement employés. Et ça commence par le ciel, et la référence au ciel. Parce que dans le ciel apparaissent les 4 directions, comme ça on peut se situer avec les 4 directions cardinales, mais aussi le haut et le bas, 6 directions et le centre. Et ça nous fait le 7. Donc, il y a une clé cosmique, naturelle, du nombre 7, employé depuis la plus haute antiquité. Il y a une autre constellation qui est aussi utilisée là-dessus, que sont les Pléiades. Mais c'est moins facile en stabilité dans l'année. Mais nous sommes devant toujours cette idée dès que, au départ, la première observation, le premier contact par rapport à ce nombre 7 vient du ciel. Voilà. Et se rappeler donc cette idée de que ce sont des événements relativement simples qui vont créer notre rythme de temps et notre organisation de l'espace. Tous les anciens ont projeté le ciel sur la terre en faisant leurs grandes villes ou leurs grands monuments sacrés. Même Paris est conçu comme ça, avec le Decumanus qui longe le fleuve la Seine, notamment dans la partie royale de la Seine qui se trouve dans les Tuileries, Palais Royal, etc. C'est une parfaite organisation est-ouest, et les Decumanus, c'est-à-dire l'axe nord-sud, avec l'avenue boulevard Saint-Michel, pardon, oui, Saint-Michel, et ça se prolonge au nord avec Saint-Denis, etc. Saint-Martin. Bon, pour vous expliquer qu'au départ, Paris fut organisé selon l'axe, le croisement des axes nord-sud, est-ouest, comme toute ancienne ville, toutes les anciennes villes. Comment les nombres réveillent leur qualité? Le plus facile, c'est par le rythme. Oui, le rythme réveille les qualités du nombre. Imaginons que nous avons un rythme 2. Ça va? Vous comprenez? Bien. Ce rythme 2 va toujours dans une double direction. Dans un sens et dans l'autre. Les gens, si vous commencez à faire comme ça, les gens vont ta, et donc on aura une balance. On va bouger comme ça ou comme ça, et on aura donc cette alternance qui est assez stable. Si on ajoute un troisième élément, on aura la valse. Et la valse est circulaire. Le 3
n'est plus linéaire. Il est circulaire. Et quand on travaille sur un rythme à 3, il est beaucoup plus facile que les gens dansent, que les gens tournent. Et c'est très intéressant, ces liens du 3 avec le cercle, qui étaient toujours assimilés au ciel et à la totalité. Voilà, simplement se rappeler. Si on ajoute un quatrième élément, donc 2 par 2, on aura donc un mouvement qui ira, mettons qu'on fait le chef d'orchestre, on croit. On va trouver un système qui va se stabiliser petit à petit comme un carré. Et ça va nous donner donc la géométrie de la Terre, de ce qu'on appelle le monde terrestre. Ainsi, si on relie 3 et 4, 7, nous avons la relation ciel-terre, ou cercle carré, ou cercle croix, si vous voulez une autre manière de le voir, ou masculin-féminin. Bon, vous réfléchirez chez vous sur les rythmes, et vous verrez que les nombres deviennent très actifs grâce au mouvement qui est donné par le rythme, qui se transforme en chant, en danse, en musique, bon, etc. Et en fonction des rythmes qu'on met dans ce qu'on fait, et on va donner certaines forces ou certaines énergies. Si on est trop binaire, bon, on aura une tendance à la répétition. Parfois, c'est important, parce que ça stabilise. Si on est en cercle, on est en mouvement et en vitalité, vous comprenez? Un mouvement à 4, ça stabilise et organise. Donc, chacun de ces nombres, par rapport au rythme, peut organiser une partie de nos vies. Oui, c'est pas la même chose diviser sa journée en 3 qu'en 4 ou en 2. Essayez, vous verrez. Pas pour dormir 12 heures. Bon, pour certains, peut-être, c'est ce qu'ils voulaient. Les Égyptiens représentaient le nombre 7 comme ça. 4 barres parallèles et des espaces entre les 4, 3 barres parallèles. C'est-à-dire, ils sont en train de répéter ce schéma, et en géométrie. Donc, les 7, donc, apparaît comme un nombre qui relie le cosmos. On l'appelle le nombre sacré par excellence. Il apparaît comme bienfaiteur, protecteur et surtout un nombre qui permet les interactions. Et l'unité émerge la dualité. Et dans ce rapport entre la dualité et l'unité, nous avons la première surface et la première représentation de l'unité et qu'on peut rendre objectif. Parce qu'un point n'a pas de dimension. Un point, c'est très difficile. Mais un triangle nous donne une première figuration de l'unité. C'est pour ça qu'en général, le triangle fut utilisé pour symboliser Dieu ou la spiritualité, la partie supérieure, etc., etc. C'est la première figure géométrique, c'est la première figure fermée. D'accord? Donc, et les impaires, c'est le premier nombre impair, parce que le 1 est la source, donc on ne peut pas le compter. Le 3 est le premier nombre impair, et comme il est impair, il permet un déséquilibre, pas une stabilité, et on parle toujours de l'esprit qui fait évoluer, qui pousse. De chacun
des éléments du 2, du 3, ils se dédoublent, et nous obtenons 4, 5, 6, 7, et nous complétons l'émanation. Là, nous avons le carré. Voilà comment ça se constitue. Unité, triangle, carré. Il nous donne ça. Ou ça. Il y a plusieurs manières de l'expliquer. Pour les pythagoriciens, c'était le nombre par excellence. Il en appelait télesphoros. C'est un mot en grec, bien sûr, qui est important par rapport déjà à ce qu'il veut dire. Phoros, c'est porter, celui qui porte. Télès ou téléo veut dire accomplir, réaliser, amener à la perfection. C'est-à-dire, le nombre 7 mène à bout les choses. Quand on arrive au 7, on peut conclure un cycle. Voilà ce que les pythagoriciens expliquaient. Si on arrive à amener les choses jusqu'au 7, on peut faire accomplir les choses. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont organisé beaucoup de civilisations, l'univers en 7 plans, en 7 niveaux de réalité. Et ils expliquent toutes ces traditions que c'est à l'homme d'intégrer ces éléments-là pour arriver au bout de son évolution, c'est-à-dire transcender la condition humaine. Et donc porter sa propre divinité, son propre souffle. C'est ça le sens du mot télesphoros. HPB l'explique assez bien, le récupère des Pythagore, et arrivé au point culminant, elle va dire. Alors, l'être humain est dans cet enseignement conçu d'une part comme un septénaire, c'est-à-dire un peu comme ça, un triangle, un carré relié, mais en même temps, comme le disaient déjà les pythagoriciens, l'être humain n'actualise pas les 7 composantes. Donc, parlons des composantes pour qu'on se comprenne. Les 4 qui sont dans le carré correspondent à ce qu'on peut appeler la personnalité humaine. Le corps, ses énergies, les sentiments, les émotions, et le mental calculateur. Oui, on distingue dans le mental 2 parties dans l'enseignement d'HPB qu'elle recueille tantôt de Platon comme de l'Inde. Le mental calculateur, c'est celui qu'on emploie tout le temps. Et combien ça va me coûter, et qu'est-ce que je gagne. Il est analytique, il aime couper les cheveux aux 4, il s'attache aux détails, et il lui coûte de voir la totalité. Il se perd dans les détails et il oublie l'ensemble des choses. Mais nous sommes comme ça. Il nous coûte énormément d'intégrer la partie dans la totalité. Ça, c'est pour le carré. Grosso modo, on peut dire que les 4 composantes sont assez actualisées, sont actualisées, parce qu'il y a des gens qui sont derrière. J'ai oublié qu'il fallait le carré. Excusez-moi. Ils sont contents. C'était bien, maintenant il y a le résonance. Je préférais avant. Je préférais avant. Comment? Je préfère avant.
Ils préfèrent avant vous, mais pas eux. Donc il faut intégrer la totalité. N'est-ce pas? Il faut intégrer la totalité. En tout cas, les 4 premières composantes, chaque être humain, globalement, est en train de les actualiser à sa manière. En ce qui concerne la partie triangulaire ou spirituelle, on distingue 3 niveaux, 3 composantes. Le premier serait le mental universel. Si celui qui était en bas était le mental particulier, on va appeler celui-ci universel. C'est-à-dire, c'est l'intelligence, et pas celui qui calcule, qui permet de comprendre l'existence des principes universels. Ne pensez pas que c'était aussi simple. Socrate s'est beaucoup bagarré avec les sophistes pour montrer que la loi de chacun était particulière et qu'il y avait une loi universelle, ou des lois universelles qui étaient pour tous, et qu'il était nécessaire de s'occuper du collectif et de l'universel et pas simplement de ses propres lois. C'était très difficile comme bagarre. Mais depuis lui, on a pu constater l'existence des principes universels et que sont ces principes qui nous relient tous et par conséquent sont l'objet de la chose publique et de la capacité de chacun de vivre ensemble avec les autres. Et pour ça, donc, je répète, il faut de l'intelligence. Quand l'intelligence n'est plus en société, nous rentrons dans une logique de calcul. Je ne parle pas d'aujourd'hui, mais vous pouvez faire les connexions pour vous rendre compte des situations. Cette mentale intelligente est discernante. Donc, il est capable de réunir la partie dans le tout et de comprendre les interconnexions. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a plus haut, qui est évidemment le monde de l'intuition, de la captation, qui est celui de la lumière. Si notre intelligence se met sous cette lumière, elle devient illuminée. Et c'est ce sens-là qui était donné dans toutes les sagesses sur les personnes qui parviennent à cet état-là, qui sont des illuminés, pas dans le sens péjoratif, mais éclairés par une sagesse, qui peuvent vivre à partir d'une certaine sagesse. Et enfin, le 7e, ou sommet, est évidemment le point le plus difficile, puisque c'est celui de notre volonté et de notre capacité de nous libérer de toute forme d'attachement. Pour pouvoir nous intégrer d'une façon non attachée à l'ensemble de l'univers. C'est pour ça que je viens de vous dire, déjà les Grecs avaient dit, apparemment, des 7, ça marche pas trop. Mais l'homme peut faire un effort et relier le triangle avec le carré. En devenant un homme étoile. Les diagonales du carré, plus le rapport du sommet avec les bases, et ça donne 2 choses. Ça donne la pyramide. Une pyramide, c'est un carré avec 4 triangles qui s'élèvent. Il y en a une pyramide. L'involume. Ça donne une pyramide en volume et ça donne une étoile à 5 branches en figure. Cette étoile à 5 branches a toujours représenté l'homme comme microcosmos, c'est-à-dire comme synthèse de l'univers. C'est le premier effort à faire pour actualiser le septénaire. C'est-à-dire, d'une part, relier le carré
Parce que le problème du carré, c'est que d'un coup, le corps a ses besoins. Le psychisme a ses autres besoins. Le mental est de l'autre côté. Les énergies sont de l'autre côté. Il faut les réunir. C'est pas simple de les réunir. Parce que chacun tire pour son côté. Donc il faut pouvoir les englober dans une unité. Et c'est la symbolique de la croix ou de diagonale dans le carré. Mais ça ne suffit pas. Il faut en même temps qu'on s'élève à partir du centre de conscience que nous sommes en train de mettre à la base et nous élever vers le sommet. Et c'est cette élévation qui va permettre la parution soit de l'homme pyramidal, c'est-à-dire l'homme qui est capable de spiritualiser ou de rendre céleste sa nature terrestre, qui est symbolisée par les 4 triangles. C'est ça qui est en train de s'expliquer. Ou de directement arriver à son sommet. En actualisant ces éléments-là, nous comprenons le rapport du septénaire avec l'homme étoile, ou le fameux microcosmos des anciens. Le cosmos, lui-même, est en soi un septénaire, dans sa manifestation, avec 7 plans, les mêmes 7 plans de conscience, mais au niveau cosmique. C'est-à-dire, un ancien vous dirait, la physique, la chimie, a très bien compris le plan Terre, le plan matériel. Les phénomènes que nous sommes en train de commencer à étudier, qui sont très intéressants, qui sont des types énergétiques, qui vont au-delà des supports chimiques, etc., parce qu'avec la physique quantique, on est en train d'arriver à des choses intéressantes, nous passent au plan que les orientaux appellent prana, par exemple. Mais nous sommes très loin du septénaire cosmique, au niveau de notre accès actuel. Je parle du septénaire cosmique, qui est donc le macrocosmos. Ce qu'ils expliquent, c'est que, comme dans l'homme se trouvent tous les éléments qui organisent le monde, en amenant à bout, donc Télésforos, le septénaire de chacun, nous pouvons réintégrer le mystère de l'univers et être en diapason, en syntonie avec lui. C'était ça l'idée centrale de ce qui est caché dans ce nombre en réalité, au niveau du message des différentes sagesses. Une possibilité, d'abord, de prendre conscience d'un combat intérieur. Parce que nous avons notre ciel et nous avons notre terre, si on veut se résumer. Et nous avons un combat intérieur, chacun de nous, qui doit se résoudre sans violence. Parce que la violence, dans ce combat, amène à la perte de la conscience. Parce que la violence et violer viennent des mêmes racines. Transgression. Et le combat est celui de nous ajuster aux lois de la nature, à l'harmonie de la nature. Donc il ne peut pas se faire avec violence, parce qu'il nous obligerait donc, nous pousse à transgresser les lois de la nature. Et si on transgresse ces lois, on ne peut pas s'harmoniser. Donc il faut se accorder avec les lois, ou avec les principes. Et c'est la grande difficulté. Comprenons-nous bien, parce que nous avons beaucoup de violence sans le savoir ou en le sachant en nous, par nos peurs, par nos colères, par nos doutes, etc. Et donc c'est un combat très profond qui implique actualiser le fameux Télésforos, la bataille intérieure, le combat intérieur. Et c'est pour ça qu'en général, je dis à tout le monde, nous devons devenir des guerriers pacifiques, c'est-à-dire des combattants, mais pour la paix, dans la paix.
Et c'est pas facile de combattre dans la paix. D'abord parce qu'il faut être en paix. On ne peut pas combattre pour la paix si on n'est pas en paix. Je le signale tout de suite. C'est le gros problème. Parce que tout le monde dit la paix, la sérénité. Oui, il faut combattre pour ça. Mais la première chose qu'il faut, c'est qu'on commence à aménager, nous, nos petits moments de paix. Parce que sinon, on ne peut pas se battre pour la paix. Et là, l'importance de nous recentrer, de ne pas exclure les choses qui sont en nous, mais de leur laisser lentement leur place pour nous reconstruire comme le télésphorus. Voilà ce que je vous souhaite au moins. Bon courage et bonne chance. On va faire la pause. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour HPB, le nombre 7 est celui de la nature, mais en la considérant du point de vue de l'évolution. La nature en tant que telle, en tant que nombre, est représentée par le nombre 6. Les 6 directions de l'espace, les 2 triangles qui se croisent, sans le point central. Quand le point central apparaît dans l'étoile à 6 branches, nous avons les septénaires. La nature en tant que telle, elle est stable. Et ce qu'HPB insiste, c'est que le nombre 7 c'est considérer la nature en évolution. Pas simplement en mouvement. Parce qu'une des choses très intéressantes qu'il apporte dans la doctrine secrète, c'est la clarification que toutes les sagesses anciennes partaient de l'idée de l'évolution. Parce que quand on lui a posé la question, mais quelle doctrine avez-vous? Elle a dit la doctrine de l'évolution. C'était intéressant comme réponse, parce que c'était pas courant à l'époque, même s'il y avait du côté matérialiste déjà Darwin, mais c'était pas courant. L'idée fondamentale, c'est d'expliquer que toutes les composantes de la nature et de l'univers existent, mais pas tous au même niveau d'actualisation. C'est-à-dire, si on prend toujours je ramène à l'homme parce que c'est plus facile, nous avons des capacités, des compétences actualisées, mais aussi on a des potentialités. Nous voulons croire que chacun de nous, et l'humanité en tant que telle, n'a pas fini son évolution, ou qu'a actualisé tout son potentiel. Et on se rend compte chaque fois qu'il y a des nouvelles choses qui apparaissent, qui s'expriment. Donc l'évolution est la capacité d'actualiser le potentiel. C'est-à-dire ce qui n'est pas un corps, comme disaient les Égyptiens. Les Égyptiens disaient que nous sommes nés, paradoxalement, d'un univers qui n'était pas un corps. Il avait tout, mais il n'y avait rien. Et nous sommes dans un monde où les choses sont un corps. Mais en combien de temps? Nous, on ne sait pas un corps, combien de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc nous avons une dialectique entre ce qui n'est pas un corps et ce qui est un corps. Donc l'évolution consiste à l'actualisation de ce potentiel et la combinatoire de ce potentiel actualisé avec l'existant déjà. Parce que quand un nouveau potentiel s'exprime, une nouvelle donne apparaît active. Elle se réorganise avec l'ensemble existant, changeant et transformant l'ensemble existant. On peut être sûr qu'un potentiel est actualisé
Pas simplement parce que quelque chose de nouveau est apparu, mais parce que l'ensemble se modifiait. Ça s'appelle, dans la théorie de la complexité aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la théorie de la complexité a beaucoup théorisé là-dessus, les phénomènes d'émergence. C'est-à-dire l'apparition d'éléments totalement autres que les composantes existantes et les relations des composantes existantes auparavant. Et c'est pour ça que les données de l'évolution ne peuvent pas se calculer par rapport à ce qui existe. C'est pas des éléments linéaires ou des choses qui s'additionnent. C'est des sursauts et des changements de plan ou d'octave, si vous voulez qu'on se comprenne. Donc d'un coup, il apparaît des choses qui pour nous sont nouvelles. Et en fait, ce sont les fruits de l'évolution. Ça, c'est un élément important, parce que généralement, quand nous pensons à nous-mêmes, à notre propre progression, nous comptons linéairement à partir de ce que nous connaissons déjà, de ce qu'on est et de ce qu'on a. Mais nous n'évoluerons, le résultat de nos évolutions n'est pas ainsi fait. Ce ne sera pas la spécialisation de quelque chose que j'ai déjà. Ça sera l'interaction de quelque chose de nouvellement actualisé avec ce que j'ai déjà, et ça donnera une toute autre chose. Donc ça marche par sursaut. L'évolution n'est pas linéaire. Elle marche par saut. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Et HPB l'a expliqué très bien. Et il a expliqué que le nombre 7 est la clé qui dirige ces éléments-là. Peut-être c'est pire qu'avant au niveau de la clarté, mais ça apporte un élément supplémentaire, puisque ça vous manquait, donc et je vous le dis. Donc voilà. Et maintenant c'est à vous. Prenez le micro, comme ça on va vous entendre. Non, non, c'est pas grave. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la raison. Non. Non. On dit l'âge de raison à 7 ans. Ah oui, non. Justement, là vous parlez de quelque chose d'intéressant. Les anciens parlaient des 7 âges de la vie. Ils avaient expliqué que chaque septénaire d'âge apporte des éléments nouveaux. C'est vrai que l'enfant mûrit et change son rapport par rapport à l'affect, etc., avec la raison, vers les 6-7 ans. Comme l'ado, à 13-14 ans, il y a le changement au niveau de sa sexualité. Comme à 21 ans, en gros, il y a une certaine maturation de base des éléments de la personnalité. Mais comme disait Platon, on ne pouvait pas commencer à étudier les vraies mathématiques avant 28 ans, 4 fois 7, parce qu'on n'était pas suffisamment stable. Et effectivement, il faut 28-30 ans pour commencer à se stabiliser. Bon, ainsi de suite, il y a des cycles. Et 7 fois 7 alors? Mais normalement, tous les principes de base sont à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut voir ce qu'on a fait. Ce problème est là. Tout arrive, mais chacun recueille en fonction de qui il est. Donc même si le programme est pour tout le monde, comme chacun est différent, il prendra ce qu'il pourra, ou ce qu'il devra. Et après 49, il faut continuer. Il faut continuer, sinon on va rester au carreau. Mais là, c'est la maturation des éléments. Normalement, c'est très intéressant parce que quand on étudie des écrivains, des chercheurs, etc., vers la cinquantaine, ils ont déjà construit toute la base. Après, il y a des développements. Il est très rare qu'il apparaisse des innovations, des nouveautés
après la cinquantaine. Voilà. Pareil pour un artiste, etc. Généralement. Autre question. Mais prenez le micro parce que sinon les gens qui sont derrière vous ne savent pas. La deuxième salle. Il y a une deuxième salle où il me voit en écran. Si... Bonsoir. J'ai commencé à lire la doctrine secrète et vous avez absolument raison. C'est très difficile à comprendre. Même si je le lis en original. Parce que, en russe? Non, en anglais. En anglais. Elle l'a écrit en anglais, n'est-ce pas? Oui, mais il faut comprendre qu'elle pensait en russe. Oui, c'est peut-être les gens qui nous ont beaucoup aidés. Non, je fais une parenthèse. Les gens qui nous ont beaucoup aidés à comprendre ce qu'elle a voulu dire en anglais, c'était des Russes. Des Russes anglophones. Parce que chacun continue à tourner son esprit dans la langue maternelle, quelque part. Bon. Oui, je vois, c'est pour ça. Mais bon. Ça rend la lecture plus difficile. Oui. Ma question, c'est si vous pouvez parler un petit peu sur cette race de monde humain. Voilà, voilà, le sujet, c'est numéro 7, pourquoi pas toucher sur ces sujets. Ok. Merci. Je vais élargir pour situer tout le monde. La doctrine secrète fut écrite d'abord, il y a eu 2 premiers volumes qui sont apparus, parce qu'il l'a fait par étapes évidemment, et le premier volume traitait de la cosmogénèse, c'est-à-dire de la naissance du monde et son développement. C'est le volume le plus difficile. Même si c'est le premier. D'accord? Le deuxième volume qui fut écrit, c'était l'anthropogénèse, c'est-à-dire comment l'humanité est née et s'est développée. Ce sont les 2 premiers volumes. Dans la version française, ceci correspond au premier volume de la version française et au 3e volume de la version française. Simplement pour situer pour tout le monde. Ensuite, elle a compris, et par les indications de ses maîtres, qu'il fallait préparer les étudiants à la lecture de ces 2 volumes. Parce que sinon, ils allaient au mur, enfin, à des difficultés conceptuelles. Alors, elle a fait 3 volumes supplémentaires. Et il est apparu ensuite un 4e qui fut compilé par celle qui la succéda, qui fut Annie Besant. Le fameux 6e volume, dans lequel il y a des transmissions orales, quelques notes écrites, etc. C'est un volume qui n'était pas vérifié par HPB. Je le signale simplement. Mais le volume 2, 4 et 5, oui. Alors, elle explique à HPB qu'elle va écrire sur le symbolisme universel pour donner des clés à ceux qui veulent comprendre la cosmogénèse, des nombres, de la géométrie, etc., à partir des éléments qui existaient à l'époque, nous sommes au XIXe siècle, des différentes traditions connues, pour montrer l'existence d'une sorte de tradition de sagesse universelle qui se cache derrière et qui a ces éléments-là. Vous voyez? Et ensuite, elle a écrit un autre volume pour expliquer les religions comparées, pour expliquer les différents récits qui furent faits par les religions sur l'origine de l'humanité. Et établir donc des preuves de ce qu'elle explique dans les 2 premiers volumes qu'il avait faits. C'est pour ça que je conseille toujours à ceux qui veulent s'intéresser à ces questions-là de commencer par le 2e volume. Je le dis à titre pédagogique, parce que c'est plus simple d'accès et ça permet de construire les concepts qui vont être employés en réalité
dans les volumes 1 et dans les volumes 3 de la version française. Donc moi je considère qu'il faut d'abord commencer par le 2, le 4, le 5, et ensuite on s'amuse, si on peut, dans les autres textes. Évidemment, à l'Acropole, nous les étudions, ces éléments-là, dans notre programme d'études. Parce qu'il faut un travail systématique. C'est pas aussi simple, vous l'avez vu. Donc, je voulais profiter pour expliquer. Le point fondamental de la doctrine secrète, c'est les commentaires qu'elle va faire à ce qu'on appelle les livres du Dhyan. Les livres du Dhyan, au départ, beaucoup dans ces critiques ont dit ces livres n'existent pas. Comme je l'expliquais dans un texte que j'écris qui est épuisé pour fêter son centenaire, des universitaires d'Autriche et des États-Unis ont récupéré les sources du livre du Dhyan sur la forme qu'elle a mentionnée dans le volume 5 de la doctrine secrète, qui est la version chinoise en chinois du livre du Dhyan qui s'appelle le QT. Je ne vais pas développer, c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, il est récupéré la version, une version traduite en chinois de ce qu'elle a traduit du sanskrit. Voilà, pour résumer. C'est simplement pour dire que ces textes, qui sont très archaïques, et ont une réalité. C'est tout. Bon, voilà, ça c'était pour le prologue, parce que comme ça on s'amuse un peu. Il existe en réalité, puisque je l'ai vu, un 7e volume, qui fut utilisé par les groupes ésotériques, dans lesquels il y a les clés. Mais il n'est pas en vente. Voilà. C'est comme ça que je complète tout. Dans le volume sur l'anthropogenèse, si je vais résumer, et le mot race est un concept qui était très courant au XIXe siècle et qui aujourd'hui a une connotation très négative. Mais comme elle est dit elle-même dans la doctrine secrète au début, dans le volume 3, elle parle d'humanité, elle ne parle pas des races. Comme beaucoup de traditions. Et chez les Mayas, on parle des 4 humanités. Chez les Aztèques, des 5 humanités. Qu'on se comprenne. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire qu'il y a eu des époques dans lesquelles l'humanité est de telle manière, ensuite il y a eu des cataclysmes, l'humanité a sombré, où il y a eu des rescapés, etc., et l'humanité répare à nouveau, et on parle des 5 humanités, dans le sens qu'une humanité qu'elle explique est une, parce que depuis le départ c'est très clair, la première humanité apparaît, toutes les composantes apparaissent en même temps, sur Terre. Et à partir de ces composantes, s'est produit l'évolution. Donc, nous sommes devant une humanité qui est une, mais évidemment, elle va se différencier, et par rapport aux caractéristiques des uns et des autres, dans différentes branches et groupes de civilisations. Mais ce qu'elle explique très clairement, c'est que ce qui évolue est le carré. Oui. Oh, je peux pas le sortir. Non, mais parce qu'il faut comprendre une chose très importante, sinon on fait des erreurs énormes. Ce qu'elle explique comme évolution dans l'humanité, c'est la constitution de la personnalité humaine. En expliquant que la triade, ou les éléments spirituels, n'évoluent pas. Ils sont atemporels. L'évolution de la personnalité,
première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mouture, et elle explique, là, nous sommes à la 5e mouture de l'humanité, je vais m'expliquer tout à l'heure, permettent justement plus facilement d'atteindre la connexion spirituelle. Mais même si le programme ou l'encodage des composantes de la personnalité s'est amélioré, est plus sensible, plus capable de connectique, il faut la conscience. Et elle explique, l'évolution se fait individuellement, par et pour soi-même. Avec, évidemment, des meilleurs matériaux, un meilleur équipement. Pour qu'on se comprenne. L'équipement s'améliore, mais ceci ne veut pas dire que dans les premières humanités, il n'y a pas eu des grands sages qui ont réussi avec un équipement moindre les mêmes résultats spirituels que nous pourrons atteindre, nous, demain. Je clarifie ça parce que c'est ça le fond de la question. Donc, chaque humanité travaille en actualisant un élément. Donc, la première, ce sont les éléments les plus grossiers, si j'ose expliquer. Nous tous, toute l'humanité actuelle, chinois, japonaise, africaine, européenne, sont tous des modalités de la 5e humanité. Avec des sous-composants qu'on peut reconnaître. Mais l'équipement que nous avons est le même. Voilà, c'est que... Donc, on est au 5e step. Ou à la 5e opportunité. Il y a une 6e, il y a une 7e. Quand elle explique que nous sommes en transition vers la 6e maintenant, dans le sens de que les gens peuvent devenir plus intuitifs. Et que notamment, à partir d'un certain moment, on va pouvoir capter mieux des choses. Mais je répète, tout dépendra de ce qu'on capte. C'est comme elle explique, la conscience est dans le mental. Et le problème du mental, c'est qu'il est double. Donc, comme déjà Platon l'expliquait, il peut être attiré vers le ciel. Alors, génial, on commence à capter des éléments célestes et on commence à introduire en nous-mêmes des éléments d'autre spiritualité dans notre pratique quotidienne. Ou on regarde vers le bas et on capte la passion, la concupiscence, le matérialisme, etc. Et ça marche aussi bien. Enfin, je veux dire... Et donc, on peut, avec le même outil, qu'on se comprenne bien, faire les deux. Et tout dépendra de chacun. Bien sûr, on peut expliquer, regarde plutôt vers le haut ou vers le bas, on peut donner une technique aux gens pour dire, bon, mets ton télescope plutôt vers le haut et ne transforme pas le télescope en microscope. Vous savez, vous inversez le télescope, ça donne comme un microscope. Bon, donc, il faut comprendre. C'est ça l'évolution dont elle est en train de parler. Donc, au départ, ces premières humanités, elles expliquent non pas une consistance physique, ils sont dans des plans énergétiques, et c'est simplement à partir de la 3e que l'évolution physique et différenciée s'est mise en place. Elle situe ce processus il y a à peu près 18 millions d'années. Il y a 18 millions d'années, pardon. 18 millions d'années. Qui commence l'évolution physique de ce qu'on va appeler l'être humain. Quand elle a écrit ça, on aurait pu dire qu'elle était folle. Je vais vous expliquer quelque chose dans l'anthropologie. L'ancêtre physique le plus ancien que nous connaissons aujourd'hui date de 7 millions d'années. Ça a reculé beaucoup. L'ancêtre commun, qui aujourd'hui est à peu près étudié en anthropologie physique, qui a donné les deux branches, les primates et les hominidés,
date de 13 à 14 millions d'années. Donc vous voyez ce que je dois vous expliquer, c'est dans l'ordre des choses. Et peut-être, vous comprenez, en 10 ans, quand j'ai commencé mes études, cette chronologie n'existe pas. Je vous assure qu'on était beaucoup plus jeunes. Donc, voilà. Simplement pour expliquer que, bon, ça se tient dans une cohérence. Bon, voilà. Voilà rapidement. Donc, elle parle donc, effectivement, de cette humanité, comme on parle de cette plan de l'existence, etc., en actualisant de mieux en mieux les plans supérieurs. Mais, je répète, tout dépend beaucoup de ce qu'on va faire avec tout ça. Et, bon, vous pouvez juger par rapport à l'évolution actuelle. Et vous verrez qu'il y a du travail. Il y avait des gens derrière, et après, il y avait quelqu'un derrière, oui. Je manque drastiquement de connaissances sur le sujet. Je vais faire un crime. Je vais lever le ruban. Oui. Je manque de connaissances sur le sujet, mais est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur le lien entre l'évolution et le nombre 7? Non, si tu fais ça. L'expliquer de façon... Pardon. Répétez la question, je n'ai pas entendu. Est-ce que vous pourriez revenir, s'il vous plaît, sur le lien entre l'évolution et le nombre 7 et l'expliquer de façon, dirons-nous, un peu plus concrète, s'il vous plaît? L'évolution? Oui, il me semble qu'en ce début de deuxième partie de conférence, vous avez parlé de l'évolution. Alors, j'ai certainement mal compris. Non. Je fais, au niveau des nombres, une distinction entre le nombre 6, qui représente la beauté, la nature, etc., qui est mécanique et statique, par rapport à la nature en évolution. C'est comme ça après que j'ai développé le concept d'évolution, qui est le fameux point central de l'étoile des 6 branches, et qui représente donc la nature en développant des potentialités qui vont au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui. La nature évolue, elle mute, elle change. C'était ça, ce que j'expliquais, que c'est le nombre 7 qui donc symbolise ou représente la nature en mouvement, en évolution. Bon, mais dites, c'est ça que j'ai dit. Hein. Et justement, ma question, ou plutôt ma demande, c'était est-ce que vous pourriez développer ce point-là, selon lequel le nombre 7 est relié à cette évolution? Enfin, en quoi c'est en rapport à ce que j'expliquais dans la première partie, où j'ai parlé du nombre 7 comme telesphoros, c'est-à-dire la puissance qui amène les choses à terme, à la maturité. Donc c'est dans ce sens-là que le 7 est en rapport à l'évolution, parce c'est la force qui permet l'actualisation du potentiel dans une réalité. Donc je fais un aller-retour, mais simplement pour... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on intègre, d'une part, les composants concrètes de l'existence, en rapport avec le 4, qui, dans le niveau traditionnel, peuvent être aussi la terre, l'eau, l'air et le feu, avec les 3 conditions spirituelles de l'existence, qui sont les principes des lois, volonté, d'énergie et de sagesse, et d'intelligence et forme, qui sont donnés comme caractéristiques du 3. C'est-à-dire, pour que les caractéristiques des éléments plus abstraits ou plus spirituels sont que si on veut construire quelque chose, il faut s'inspirer sur des principes ou des lois, qu'ensuite, il faut leur mettre en contact avec les énergies pour leur donner vie, et que cette vie va être obligatoirement intégrée dans une forme qui répond à une intelligence. Donc, l'évolution, je reviens, c'est avec les 4 matériaux de base, ou 4 racines de base,
je les rends ternaires, je les marie avec le ternaire, et alors leur loi, leur vitalité et leur intelligence peuvent s'exprimer dans un sursaut, dans un plan autre. Ça va? Merci. Merci à vous. Parce qu'il faut toujours répéter. Non, il y a un monsieur qui était devant, là, il était lui. Ils veulent pas, hein? Non, c'est évident. Mais allez-y, ça y est, c'est bon. Mais après, là, c'est pas un problème. Alors, c'est une question de précision. Allons-y, si je peux. Ok. Donc, il n'est pas allumé? J'en sais rien. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc c'est une question beaucoup plus technique. Enfin, j'espère. On verra. J'ai senti quand même un voile se poser entre ce que vous dites et le contenant. Et donc, Blavatsky parle le sanskrit, le grec, le russe, l'anglais, avec des notions de chinois, d'après ce que j'ai compris. D'accord, donc elle est polyglotte. Oui. Ensuite, elle avait aussi des notions grecques, aussi, il faut noter, puis de latin. Donc elle est polyglotte. Ok. Pouvez-vous nous parler un peu plus de qui était réellement Yana Blavatsky par rapport à ce que vous avez mentionné une fois, Moria? Qui était Moria? Qui étaient ces personnes qu'on connaît à travers le mot en anglais Ascendant Master, qui est maître ascensionné? Et quel rôle avait Blavatsky? Qui était Blavatsky? Donc voilà ma question, un peu plus de précision. Quoi. Ah, mais c'est plus qu'un détail. Hein. Bon, ça va être probablement la dernière, parce que, bon, posez aussi votre question, et comme ça, je vais clore avec les deux questions. Non, sinon, on va frustrer du monde. Alors, moi, c'est par rapport à l'évolution, parce que j'ai parlé d'une espèce de programme qui va vers l'évolution, mais est-ce qu'on a vécu des involutions? Oui. Et... il n'y a pas d'évolution sans involution. Je vais commencer par elle et je clôture. Blavatsky explique quelque chose de très intéressant. Elle dit, au départ de n'importe quel processus, d'abord les choses descendent vers le bas, mais dans le sens de récupérer la mémoire de ce qui est fait. Ça s'appelle involution. On récupère ses moyens. L'involution est un plongeon vers l'intérieur pour récupérer les moyens qu'on a. Quand on a récupéré les moyens qu'on a, on peut commencer à évoluer. C'est-à-dire à acquérir d'autres moyens. Et c'est là où le fameux 7 peut s'activer. Et dès ce point de vue, la plupart des personnes sont en involution. Je ne fais aucun autre commentaire. Mais normalement, l'éducation devrait aider l'achèvement dès l'involution. Parce que l'éducation, du latin educere, faire sortir. Donc il faut faire sortir tout ce que l'individu possède déjà. Pas lui gaver des choses, mais le faire sortir ce qu'il possède déjà pour qu'il puisse devenir autre. Donc, ce double processus est l'évolution. Ce double processus est l'évolution. C'est pour ça qu'elle fonctionne par cycle. Et que quand il y a un cycle, on arrive à un sommet et on redescend. Mais la descente permet l'incorporation des éléments du sommet du cycle. Parce que si on ne descend pas, on ne peut pas trésoriser. Bon, ça serait une autre conférence.
Mais parce que tout ça sont des principes. Donc pour ça, j'ai dit, une conférence, c'est pas un cours. Pour les cours, il faut s'inscrire. Mais bon, non, mais je m'en fous, je vous donne ce que je peux aujourd'hui. Revenons à Moria et HPB. Je vais pas expliquer beaucoup de choses, et puisque ce serait long. Mais ce que explique HPB et que ce qui apparaît dans les traditions, c'est l'existence depuis des X millénaires, ou depuis que l'humanité est incarnée, un certain nombre d'individus qui sont parvenus à actualiser leur potentiel. J'essaie de le résumer d'une façon simple. Que nous allons appeler des maîtres de sagesse. Comme ça peut être un Bouddha, comme ça peut être un Confucius, Moïse, j'en sais rien, beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres qu'on ignore. Parce que probablement les plus intéressants sont ceux qui ne connaissent pas. Bon. Ces âmes constituent une sorte de loge d'âmes qui sont engagées par un pacte avec l'humanité pour aider à créer les passerelles pour que l'humanité puisse s'accomplir. Ils peuvent agir sur la science, sur la religion, sur la philosophie, sur les différentes activités de l'humanité. C'est ce groupe-là qui va choisir HPB au XIXe siècle comme maillon objectif pour pouvoir exprimer au XIXe siècle et un certain nombre d'enseignements pour, fragiliser, pas détruire, mais mettre en branle la vision matérialiste de l'existence, la vision progressiste ou matérialiste de l'existence, qui était la base de ce qui était en train de se mettre en place au 19e, avec la mécanisation, le monde linéaire, bon, etc., etc. Donc c'est Moria, qui est dans cette club, un grand sage, un grand initié, va, depuis le début, apparaître son rêve, ou comme ça, HPB, quand il est jeune. Et il y aura une sorte de contact, on dirait aujourd'hui, parapsychologique. Et c'est pour ça que quand elle le voit à Londres, elle le reconnaît immédiatement. Et elle va courir pour dire, bon, finalement, vous existez. Vous faites pas partie de mes fantasmes. Et il va lui dire, bon, mais là, je suis occupé parce qu'il était à l'époque avec une ambassade du nord de l'Inde et du Népal. C'était un grand monsieur au niveau quotidien, notamment pour le Rajasthan, et il donnera un rendez-vous plus tard à Ibar. Mais Moria représente un canal évolutif et dédié à la sagesse et à l'amour dans cette histoire. Et il y a un autre maître qui va intervenir, qui est beaucoup plus sec, j'ose dire, en rapport avec la loi, aux principes, aux choses, qui cache Kuthumi Lingxing. Ce sont les deux maîtres K-O-O-T-U-M-I. Lin Sing. Mais bon, cache. En réalité, cache. Mais ils sont des mots. Tous Moria, cache, même Bouddha sont des mots. Ne tenez pas très compte de ce mot, parce que ça peut changer. C'est pas le problème. Donc, c'est eux qui ont formé, avec d'autres, et HPB, et ils l'ont demandé de créer la Société théosophique. Si je veux résumer, c'est ça. Et c'est là une des grandes discussions, est-ce que ces maîtres existaient ou pas existaient, puisqu'ils ne sont pas trop montrés.
comme ils l'ont dit eux-mêmes, la question n'est pas de montrer un maître. Et la question, c'est la sagesse qui est transmise et son application. Les maîtres de sagesse ne sont pas des vedettes. Ils n'apparaissent pas dans le show business. Ils n'ont aucun intérêt non plus à avoir des fans, type Facebook ou autre. J'ai rien contre, j'explique simplement que c'est une autre voie. C'est une autre voie. Donc, à partir de là, il y a eu ce courant qui est sorti. Après la mort d'HPV, ses successeurs directs, enfin, Annie Besant, Ligue Viter, tout ça, ont démontré ne pas être à l'auteur. Ils ont mis raison. C'est pas dit qu'ils sont des criminels. Enfin, mais bon, il faut une pointure. Et donc, petit à petit, cet enseignement s'est perdu, malgré qu'il existait un groupe ésotérique, confidentiel, qui fut gardé pour la transmission. C'est tout ce que je suis autorisé à vous dire. Je vous remercie à tous.